Le terme balkanisation tire son origine des régions Balkans en Europe du Sud-Est. Il a été utilisé pour décrire le processus de division politique territoriale d'une région ou d'un pays en des entités plus petites, plus souvent hostiles envers les autres, similaire à ce qui s'est passé dans la région des Balkans au cours de l'histoire. Salut à tous et bienvenue sur Patriote panafricain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet qui relève de la géopolitique, car sans géopolitique, il n'y a pas d'économie. Nous allons nous poser la question pourquoi en Afrique nous avons les frontières que nous avons, où nous retrouvons des peuples divisés, des anciens empires qui soient partagés par 3 différents pays, et nous allons nous poser la question à savoir d'où viennent-elles et quels sont les problèmes que ces divisions posent aujourd'hui au développement dans les pays africains. Mais nous allons aussi aller plus loin, car le sujet dont je veux aussi parler relève du présent et non seulement du passé. En effet, nous observons qu'en Afrique, il y a de plus en plus de pays qui se divisent et nous avons de nouveaux pays qui apparaissent. D'où vient ce nouveau processus de balkanisation ou de création de nouvelles nations en Afrique? Quels sont les vrais objectifs des perpétrateurs et des gens qui soutiennent ces nouveaux mouvements indépendantistes? Est-ce une nouvelle stratégie des pays colonisateurs pour diviser afin de mieux régner? Comme le disait le chanteur Tiken Jah Fakoly dans sa chanson, ils ont partagé le monde, plus rien ne nous étonne. Pour mieux comprendre, il faut revenir 134 ans en arrière. Afin d'éviter tout conflit, les grandes puissances coloniales se réunissent à Berlin de novembre 1884 à février 1885. Elles se partagent l'Afrique en fixant certaines règles. Et parmi ces règles, une toute simple. Toute puissance dite civilisée disposant d'un point d'appui sur la côte africaine avait le droit de pénétrer à l'intérieur du continent jusqu'à ce qu'elle rencontre une autre puissance dite civilisée. Et lorsque dans leur conquête, les puissances signataires se rencontraient, eh bien elles se mettaient d'accord sur les limites de leur territoire. On prenait un point géodésique ici, un autre là, et on tirait un trait tout droit entre les deux. Et tant pis si la ligne passe au-dessus de votre champ ou de votre propriété. Elle devenait la propriété de la puissance civilisatrice. On peut se poser la question, pourquoi au moment des indépendances, les anciens colons n'ont pas laissé nos pays dans de grands ensembles comme l'AOF, l'Afrique occidentale française ou l'Afrique centrale française? Eh bien, il faut savoir que si vous laissez un grand ensemble comme c'est l'Afrique occidentale française, c'est plusieurs millions de kilomètres carrés, plusieurs millions d'habitants, un sous-sol riche, un sol riche, eh bien, ce pays-là peut devenir un pays qui peut vous concurrencer parce qu'il aura une langue commune, des frontières communes et apprendra à développer son économie. Donc, on ne peut pas accepter ça quand on est un colon parce qu'on veut toujours dominer. Donc, l'objectif était de diviser pour détruire les marchés qui existaient entre ces différents peuples. Maintenant, la raison pour laquelle je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que il est en train de se repasser la même chose, mais d'une différente manière. Eh bien, sachez que les conséquences de ces différentes frontières qui ont été tracées arbitrairement, maintenant nous posent des problèmes. Parce qu'on se retrouve avec plein de pays qui sont enclavés comme le Burkina, le Mali, le Niger, et qui ont des peuples maintenant qui sont comme les peuples Touareg, qui sont divisés par ces frontières-là. Et maintenant, ces puissances colonisatrices utilisent les différentes tensions qui existent entre les différentes ethnies pour alimenter des mouvements séparatistes. La raison est simple. Une fois que on arrive à alimenter ces mouvements séparatistes, on les arme, on les soutient. Une fois qu'ils obtiennent, on les aide à l'ONU à avoir de la reconnaissance. Une fois qu'ils ont maintenant cette reconnaissance-là, on coupe le territoire, on leur donne une nouvelle identité et maintenant, on vient aussi les accords avec eux
pour pouvoir exploiter les ressources à bas prix. C'est simple, c'est du business. Donc, c'est le piège que l'on ne doit pas tomber dedans. Même si nous avons des problèmes en Afrique en termes de gouvernance, et c'est les gouvernances démocratiques pendant des années qui ont focalisé sur les ethnies majoritaires et les centres-villes en délaissant les campagnes et les ethnies minoritaires qui ont causé ce problème-là. Je vous invite maintenant à voir un autre aspect pour lequel il est très important pour l'Occident de contrôler et de diviser nos pays pour qu'ils puissent implanter leurs armées afin d'avoir le contrôle. Il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, les colonies françaises africaines ont joué un rôle très important pour la victoire des Alliés. On va revenir après avoir vu cette vidéo documentaire qui explique à quel point c'était l'appui des colonies françaises qui ont permis aussi à la France et aux Alliés de gagner la Seconde Guerre mondiale. Après l'Angleterre, est le deuxième empire colonial du monde, empire de 110 millions d'habitants. Monsieur Georges Mandel, ministre des colonies, a déclaré, parlant de nos possessions, un élan unanime. Les colonies apportent une coopération enthousiaste à la France en guerre. Sa guerre est la leur. Une guerre sainte pour la liberté, pour la dignité, pour le respect de la personne humaine. Et en vue d'en hâter l'issue, elles envoient la métropole avec d'importants dons en argent, toutes les matières premières, tous les produits alimentaires dont elles n'ont pas absolument besoin. Elles lui offrent plus d'hommes qu'on a été en mesure d'en prendre jusqu'ici. Pendant les 50 mois de la guerre de 1914 à 1918, les colonies ont envoyé à la métropole 3 500 000 tonnes de produits et de denrées divers. Depuis septembre 1939, un total de beaucoup supérieur a été mis à la disposition de la métropole. Près de 2 millions de tonnes de céréales, plus d'1 million d'oléagineux, 800 000 tonnes de bois, charbons et caoutchouc, 800 000 tonnes de denrées alimentaires. D'autre part, les exportations de nos colonies permettent d'acquérir les devises si utiles pour nos achats à l'étranger. Enfin, au point de vue militaire, en quelques semaines, on a pu mobiliser dans les possessions d'outre-mer plus d'hommes que tous les recrutements n'en avaient produit de 1914 à 1918. Que peut-il dès lors encore manquer pour vaincre, je vous le demande? Dans tout autre pays que le nôtre, l'on dirait sans doute que ce n'est plus qu'une question de volonté. Mais la France... Alors, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'aurai des liens pour toutes les vidéos que j'ai utilisées comme source dans la description et vous pouvez les voir là-bas. Maintenant, des pays comme le Cameroun, des pays comme le Soudan, qui récemment s'est séparé, et on a le Soudan du Sud et le Soudan, et maintenant il y a une autre crise politique, et le nouveau pays, le Sud-Soudan, qui a signé beaucoup d'accords avec les compagnies pétrolières, parce que c'était de cela qu'il s'agissait. Il n'était pas là pour supporter les revendications légitimes des Sud-Soudanais qui voulaient plus de reconnaissance parce que le gouvernement central de Khartoum les négligeait et les considérait comme des citoyens de seconde classe car ils étaient chrétiens et ils étaient noirs. Donc, il y a encore des situations d'insécurité là-bas. Il y a une guerre civile présentement et les populations du Darfour sont encore prises pour cible. Nous avons vu la situation avec le Rwanda, avec le génocide et la guerre perpétuelle qui se passe au Congo. Il existe de grandes similitudes entre ce qui s'est passé au Sud-Soudan et à Darfour. Le Sud-Soudan et le Darfour ont tous deux souffert de décennies de négligence sociale, culturelle,
économique et politique de la part du gouvernement soudanais et de l'élite dirigeante. En janvier 2011, suite à des années de conflits internes, les citoyens du Sud-Soudan ont voté en faveur d'une séparation d'avec la République du Soudan, de manière considérable. Au début des années 2000, un soulèvement séparatiste similaire a eu lieu parmi la population nonarde dans la région occidentale de Darfour. Les personnes se sont opposées aux stratégies gouvernementales d'islamisation et d'arabisation d'Al-Bachir, qui ont été source de divisions au sein de la population entre les Arabes et les Irkas. Il s'agit des non-arabes ou des Africains. Dans ce cas, Al-Bachir a rapidement fait appel aux milices arabes du Darfour pour réprimer les manifestations et le groupe le plus notable était les Anjaouides, une milice arabe qui est ensuite devenue la force de soutien rapide lorsqu'elle a été intégrée à l'armée soudanaise au milieu des années 2010. Au bout du compte, cela a mené à une horrible épuration ethnique contre les non-arabes du Darfour, où environ 300 000 civils ont été tués entre 2003 et 2005. Ces événements ont finalement conduit à la formation du mouvement de libération du Darfour, qui est ensuite devenu le mouvement de libération du Soudan, ou SLM, et le mouvement pour la justice et l'égalité. Aujourd'hui, le SLM et le JLM prétendent représenter les groupes opprimés au Soudan et veulent une réforme constitutionnelle radicale pour accorder une plus grande autonomie aux régions du Soudan. Donc, il faut savoir que ces mouvements séparatistes ne naissent pas de nulle part. Il y a un terreau fertile qui est le résultat de ce découpage de nos frontières qui s'est fait à la hache et maintenant, nous avons des peuples qui se retrouvent minoritaires ou coupés en deux dans différentes régions, dans différents pays. Et on nous impose un système démocratique électoral, là où c'est la majorité qui a toujours le dessus. Alors, pourquoi cette majorité regardera-t-elle les intérêts de la minorité? Vous comprenez alors pourquoi le problème de la démocratie se pose aussi. Il faut un système de gouvernance représentatif où les différentes tribus ou ethnies pourront se sentir représentées et leurs intérêts pris en charge. Donc, je vais aussi vous montrer une vidéo de Nathalie Yam qui parle de Henry Kissinger et qui touche à l'importance pour les pays occidentaux de continuer à découper les autres pays en petits morceaux pour pouvoir nous dominer. Si vous observez aujourd'hui, la plupart des pays sont dominés par des grands ensembles. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, l'Inde qui est un grand pays qui, par ailleurs, aux indépendances, n'a pas connu le même sort de découpage que nous. Mais nous y reviendrons. Alors regardez cette vidéo et nous continuons à discuter juste après. En une phrase, le contenu des 123 pages du rapport Kissinger, c'est simple. Pour que les États-Unis restent riches, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Je répète, la doctrine de la politique étrangère des USA formulée par Henry Kissinger est mise en œuvre à partir de 1975 jusqu'au très sénile Joe Biden aujourd'hui, à travers son secrétaire d'État actuel Anthony Blinken et sa numéro 2 qui est en réalité la vraie numéro 1 Victoria Nuland. C'est que pour que les États-Unis restent riches, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Alors, on va regarder une dernière vidéo et je vais vous laisser après cette vidéo-là. Alors, sur cette vidéo, on va écouter Alain Foucault expliquer l'importance géostratégique du nord du Mali et la raison pour laquelle l'Europe tenait très particulièrement à être présente dans cette région. Il faut savoir que les pays occidentaux ne font rien sans rien et ne font rien pour rien. D'autres régions éloignées d'elles. En réalité, ici, nous sommes à 2795 km de Paris, mais à moins de 1000 km à vol d'oiseau de Madrid en Espagne. À Kidal, nous sommes à seulement 2651 km de Marseille en France. À Samaka, dans le nord du Niger, nous sommes à 2590 km de Rome, la capitale italienne. Et de Thessalite, dans le nord du Mali, nous sommes à 3192 km de Paris. En réalité, nous sommes à portée d'un simple missile balistique dont la portée est de 10 000 km. En gros, celui qui veut frapper militairement un des pays européens peut le faire en contrôlant simplement ce désert. Celui qui tient le Sahara a l'Europe à portée de missiles. Le Sahara, dans des mains hostiles ou indélicates, représente donc
une vraie menace pour la sécurité de l'Europe. Être ainsi à portée d'un potentiel ennemi ne peut naturellement être accepté du vieux continent, surtout que l'Europe ne peut pas compter sur des pays tels que l'Algérie, avec qui les relations ont toujours été instables, le Maroc ou la Tunisie ou l'Égypte. Tous des pays de confession musulmane et souvent tournés vers l'Orient. L'Europe ne peut donc pas compter de façon certaine sur les voisins du nord du Sahara. Elle ne peut leur confier sa sécurité. Il est donc impératif de contrôler ce vaste désert, d'y installer son influence pour qu'il ne tombe pas dans des mains indélicates. Imaginez dans l'interminable guerre que se livrent les pays occidentaux et la Russie, un Vladimir Poutine contrôlant une partie ou l'ensemble de ce vaste désert du Sahara. Ce n'est juste pas envisageable pour l'OTAN. Ça, c'est l'aspect militaire. Rien ne m'étonne.